Bonjour Pascal, tu vas bien? Bonjour, oui, très très bien, merci de me recevoir. Ah bah non, merci à toi de me recevoir puisque je suis dans les locaux du coup de Delcourt, Delcourt Toncam, Delcourt Soleil. Euh, Delcourt tout court. Delcourt tout court, effectivement. Tu es responsable éditorial depuis 10 ans maintenant. Beaucoup plus que ça. Beaucoup parce plus. que l'année Chez dernière... Delcourt peut-être juste. Non, mais c'est pareil, parce que Delcourt a racheté Toncam en 2005. Oui, effectivement. L'année dernière, on a fêté, oui, au mois de ans, juin de l'année dernière, on a fêté les 30 ans de Toncam. Ouais. Et les 30 ans de moi chez Toncam, puisque je suis arrivé à la création de la section édition. Ouais. Voilà. Et donc, ça fait longtemps. Et puis, pendant très longtemps, c'était... En fait, jusqu'à 2001, c'était Dominique qui était le directeur éditorial. Et moi, j'étais plus le raccord qui conseillait des titres qui m'intéressaient, etc. Et puis, à partir de 2001, comme il est parti chez Delcourt, du coup, je suis devenu à 100%. D'accord. Voilà. Alors, tu as déjà parlé de nombreuses reprises de ton parcours. De fait, je te propose plutôt qu'on se concentre directement sur le catalogue Delcourt, sachant que... Sinon, ça me vieillit à chaque fois que je ça parle te de mon vieillit, parcours. et en plus, bon, on retrouve très facilement tes anciennes interviews sur le net, YouTube et les vlogs. Je te propose qu'on se concentre sur le catalogue Delcourt Toncam qui est riche de licences que personnellement j'apprécie énormément. On en parlait en off juste avant. L'un des premiers mangas que j'ai lu, moi notamment, c'est Video Girl Eye. Video Girl Eye qui est toujours disponible. Il me semble qu'en 2004, un coffret des éditions de luxe était sorti, mais aujourd'hui n'est plus disponible. Est-ce que c'est quelque chose qui, à terme, pourra revenir à l'ordre du jour ? Alors, j'aimerais. Ouais. J'aimerais. C'est un petit peu compliqué en ce moment, à cause du contenu. Ok. Voilà. Donc, du coup, j'espère pouvoir le faire, renouveler, en tout cas, les droits de tous les titres de Katsura pour pouvoir tous les refaire. Mais là, le problème, c'est que la dernière fois qu'on les a sortis, on a fait une édition, c'était en 2014. D'accord. Ça, c'était très, très mal vendu. Ouais. Alors, quand je dis très mal vendu, c'est genre, la ressortie, c'était genre à coût de 200 exemplaires le volume. D'accord. Ouais. Et c'est quoi puisqu'on en est à parler de chiffres, c'est quoi le palier à atteindre pour que ce soit une vente correcte ? Alors, le palier dépend de ce que tu as investi. En fait, ce qu'on appelle le MG. En fait, il faut savoir que quand on achète un manga, quand on voit un manga qui nous plaît, et qu'il est disponible, en fait, on contacte l'éditeur et on propose ce qu'on appelle un minimum garanti. Oui. C'est-à-dire combien on pense d'exemplaires minimum qu'on va vendre. D'accord. Donc, on va se dire sur ce titre-là, je pense que je vais en vendre 4000. Donc, on verse un MG sur ces 4000 exemplaires. En amont, en avance. En avance. En avance, d'accord. Voilà. Et donc, c'est le seuil à atteindre pour être bien. Et puis après, c'est les cas exceptionnels, quand le livre est disponible et qu'on l'a que pour soi. Oui. Mais aujourd'hui, la plupart des gros mangas se jouent aux enchères. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éditeurs qui sont là, chaque éditeur propose, et puis ça peut monter haut. Je crois que le record, c'est 150 000. Ah oui. Voilà, donc t'imagines la somme que ça représente, parce que le MG en plus varie en fonction du prix de vente. Donc, s'il est à 5,99, 7, 12, etc., donc le MG augmente. Et donc, c'est un risque aussi, parce que si ça ne se vend pas, et ben voilà. Et donc, c'est tous les titres comme Dendadan, Kagurabashi, tous ces derniers titres, c'est des titres qui sont partis à des sommes astronomiques. Voilà. Et donc, en tout cas, une fois qu'on a fait ça, on doit faire un seuil de rentabilité une fois qu'on a obtenu le titre, donc payer la traduction, le lettrage, etc. Et c'est à partir de là qu'on calcule le seuil de rentabilité. Donc pour une boîte d'édition, il doit être à peu près 50%. Puisqu'il ne faut pas oublier que le manga, le prix public qu'on paie, l'éditeur, en fait, en réalité, ne gagne pas énormément. Oui. En fait, c'est le libraire qui a la première part entre, en général, 25% et 38% du prix du livre. Il y a avec le diffuseur, c'est celui qui va présenter au libraire le livre. Il y a c'est le commercial. Voilà, exactement. Le distributeur,
Souvent, c'est Hachette ou Interforum, D'accord. donc qui va livrer les livres. Donc le coût Donc, du transport. voilà, etc. Il y a l'imprimeur. Tout à fait. À ça, il y a les droits d'auteur. Oui. Alors, en général, ça va entre 8 et à peu près 14%. D'accord. Quelque chose comme ça. 14, c'est vraiment le best-seller. Ouais. Voilà. Mais ça laisse peu de marge pour l'éditeur, puisque, en fait, la petite partie qui reste, et c'est l'éditeur qui doit essayer de s'en sortir comme il peut, et c'est pour ça qu'il rogne sur la traduction, le lettrage, etc. Les frais de structure, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dessus. Et puis surtout, le plus important, c'est que chaque bouquin, même s'il se rentabilise sur lui-même, il faut penser aussi aux autres livres. Oui. C'est-à-dire qu'un bouquin qui se vend beaucoup peut financer un bouquin qui ne se vend pas. Mais quand on n'arrive pas à l'équilibre, c'est difficile. Et c'est ce que j'allais dire, du coup, quand tu parlais du minimum de garantie. Finalement, si on imagine que le minimum de garantie est à 4000, on ne parle absolument pas de seuil de rentabilité à ce moment-là, hein. C'est vraiment le strict minimum. C'est la somme déjà minimum à atteindre sans payer derrière l'imprimeur, le lecteur, etc. En fait, il y a toujours un seuil de rentabilité parce que peu importe la quantité, il y a toujours un seuil de rentabilité. Parce qu'il faut compter le lettrage, la traduction, ce qu'on donne à tout le monde. Bien sûr. Et puis surtout, il y a la fabrication. C'est-à-dire que si on veut un effet un peu spécial dessus, du coup, ça coûte très cher. Après le Covid, le papier a énormément augmenté. Oui. Et pour pas augmenter, c'est pour ça qu'il y a eu des éditeurs qui ont dû arrêter parce qu'ils proposaient des prix trop bas. Et donc, avec l'augmentation du papier, c'était compliqué. Voilà. Donc, il y a ce genre de choses qu'on est obligé de prendre en compte. Toutes ces variations qui fait que à chaque fois ça devient ric-rac, et dès qu'on fait un manga et qu'il y a un côté qui augmente, on est obligé de varier ça sur un autre secteur. D'accord. Puisqu'on parle d'édition de luxe, l'une des belles surprises pour ma part, ça a été la réédition au format perfect de Hellsing, dont les 2 premiers tomes sont sortis actuellement. Je te l'ai dit, moi en off, j'aime beaucoup Hellsing, et je trouve d'ailleurs que le rapport qualité-prix est très juste. Et ce à quoi tu m'as répondu, que effectivement le prix est relativement juste parce que vous saviez en amont, et ça revient en fait par rapport à ce qu'on disait juste à l'instant, que ça allait se vendre. Par contre, ce qui m'avait étonné, c'est que cette édition, me semblait, avait été communiquée il y a au moins 2 ans déjà. Oui, alors ça a été long à faire, et c'est toujours très très long parce que la communication avec l'auteur est compliquée, avec l'éditeur est compliquée. Et puis après, à partir du moment où on fait des changements, nous au départ on voulait faire une version identique à la version espagnole, mais l'éditeur nous a appris que l'auteur n'était pas content parce qu'il n'avait pas été mis au courant. Il avait été mis au courant qu'à la fin, donc il ne voulait pas qu'on utilise la version espagnole ni la version américaine. Donc il a fallu qu'on crée une version à nous pour plaire à l'auteur. Donc chaque élément est compliqué. Là en ce moment on est en train de faire valider le volume 5, où on fait un coffret un peu spécial qui a une forme de cercueil. Sympa. C'est dommage, j'aurais dû l'amener pour le montrer. On a le numéro blanc en bas, donc il est grand comme ça. D'accord. Le livre se range debout. D'accord. À l'intérieur, puisque forcément, on ne peut pas le mettre couché dans le cercueil, debout avec quelques goodies à l'intérieur, et on est en train d'essayer de le faire valider auprès de l'auteur, et c'est très, 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 très long. Ouais. Voilà. Donc, et puis après, le livre aussi, pour au cas où, parce qu'on ne savait pas si ça allait se vendre ou pas, tout comme Trigun, parce que c'est des vieux livres aussi, il y a toujours ce risque, est-ce que les gens vont suivre? Donc, et puis après, il y avait le cuir aussi pour la couverture. C'est des trucs qui ne sont pas forcément faits en Europe, donc du coup, faut le faire en Chine, et tu rajoutes en fait 3 mois supplémentaires quand tu fais un livre en Chine. Alors c'est justement, ça va permettre de rebondir par rapport à ma prochaine question, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, on est plutôt sur un prix abordable avec un écrin qui est quand même assez magnifique, alors que la concurrence pour des mêmes livres de la même qualité table plus sur du 20 € en général, en moyenne, voire plus parfois. Comment chez Delcourt vous arrivez à proposer ce genre de prix, en tout cas pour Hellsing? Est-ce que c'est lié notamment à une sous-traitance quelconque? Déjà, quand tu le fais en Chine, ça change tout. Ouais. Mais ça devient beaucoup plus long et compliqué. En fait, tout dépend de l'imprimeur, du moment, de la disponibilité du carton, par exemple, pour les couvertures. Parce que on avait eu ce truc marrant à l'époque du Covid où on n'avait plus de carton pour faire les BD. Et le carton qui était disponible, il fallait choisir entre faire des BD, des hardcovers,
soit les envoyer à des boîtes de distribution type Amazon pour qu'ils puissent faire des cartons D'accord. pour livrer des colis. Qui D'accord. tu choisis, le livreur ou le fabricant? Voilà, c'est ce genre de truc. Donc effectivement, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites. Par exemple, on a eu des surprises après le Covid, comme le papier. Oui. En fait, il y a deux types de papier qui existent. Il y a le papier qu'on fait avec des arbres, classique, qu'on a dans tous les livres. Et puis, depuis quelques années, ils ont inventé, c'est comme le beurre de cacao, ils ont inventé un équivalent, qui est le papier qu'on appelle le papier sans bois. D'accord. C'est une révolution extraordinaire, plus couper des arbres, machin, Oui. etc. Écologiquement Sauf que parlant, oui. pendant longtemps, ça coûtait très cher, donc personne ne l'avait vraiment testé. Puisque, voilà. Et après le Covid, le papier a augmenté, tout a changé. Donc, le prix du papier a augmenté au prix du papier sans bois. Donc, c'était super. On pouvait enfin tester. Donc, plusieurs éditeurs, dont nous, on a sorti des bouquins avec du papier sans bois. Et on s'est rendu compte d'un truc qu'on ne pouvait pas voir avant de le tester, c'est que le papier sans bois n'est pas équivalent en épaisseur, du moins en transparence, au papier normal. Il est plus fin. Voilà, en fait, en papier, l'épaisseur du papier est calculée avec un truc qu'on appelle une main. Oui. Voilà, en général, les mangas, c'est souvent une main de 2, donc par rapport à l'épaisseur. Sauf qu'une main de 2 sur un manga, c'est la page est normale, on ne voit pas de l'autre côté. Sauf que sur un papier sans bois, c'est légèrement plus transparent. C'est ce qu'on a pu voir notamment peut-être Sur chez la Mix. concurrence, Oui, sur Naruto. Voilà, exactement, d'accord. sur Naruto. Nous, chez nous, c'est sur Mix. Oui. On a eu 2 volumes de Mix comme ça. Sorcière aussi, il me semble, non, peut-être Tome 1 Je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. Je sais plus, Ouais, mais peut-être. il y a eu plusieurs expérimentations. On en est revenu, forcément, puisque maintenant on sait que, voilà, qu'il faut quelque chose de plus épais. Mais sans ça, on n'aurait jamais pu tester. Donc, effectivement, et ça change beaucoup de choses au niveau de ta disponibilité de papier. Après, il faut savoir aussi qu'on n'est pas tout seul à imprimer des livres. Oui. Donc, un bouquin peut se retarder ou coûter plus cher parce qu'à ce moment-là, il y a plein d'autres bouquins qui sortent. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. La première impression du tome 1 d'Helsing a été assez limitée. Est-ce que, du coup, vous... C'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Ouais, franchement, pas volontaire. En fait, Je me suis demandé si, justement, vous vous y êtes peut-être fait dépasser par le nombre de ventes Oui, aussi. c'est ça. Ok, voilà. En fait, On comme y on est. l'a annoncé à un moment donné Ouais. et qu'on n'avait pas pu le sortir à cette époque parce que l'auteur n'avait pas signé toutes les pages du contrat, il y avait eu des trucs. D'accord. Donc on a été obligé de le retarder à plusieurs reprises. Et sauf que on a en fait, quand on sort un bouquin, quelques mois avant de sortir le bouquin, on a une réunion, un séminaire en entreprise, Oui. un séminaire, on va dire commercial, Ouais. où on voit tous les représentants de toutes les régions de France. Donc D'accord. on présente les livres. Et à ce moment-là, une fois que la réunion est finie, ces représ en fait, partent dans toute la France présenter les livres de l'éditeur. Et à ce moment-là, les libraires mettent celui-ci j'en veux 20, celui-ci j'en veux 3, etc. Donc c'est noté, c'est justement ce qu'on appelle des notés, sont gardés en mémoire et permettent aussi à l'éditeur d'ajuster son tirage. D'accord. Voilà, si par exemple il y a plus de demandes que de ce qu'il avait prévu, il peut éventuellement, s'il a le temps, augmenter si c'est pas encore parti. D'accord. C'est hyper important cette période. Sauf que dans le cas de Helsing, comme on l'a repoussé, on avait les notés du moment où on avait fait la première prospection. Donc on les a gardés en mémoire, on savait qu'il y avait tant de libraires qui voulaient ces quantités, etc. Sauf qu'au moment où c'est sorti, eh ben, il y a eu plein d'autres personnes qui ont voulu le livre parce que, entre-temps, c'est un peu comme une longue publicité qui dure Ça a longtemps. parlé, le bouche à Voilà, oreille. ce qui fait que le bouquin s'est épuisé à la sortie, le premier. Ouais. Et comme c'est un bouquin hardcover qui est fait en Chine, donc, comme je disais, il y a un 3 délai. mois de décalage plus le truc. Donc, ça a été très, très long à faire. C'est pour ça qu'il y a ce temps assez long entre le 1 et le 2. Mais ça permet d'ajuster pour le 2 quand il sort. Et on peut du coup conclure que Helsing, en tout cas cette réédition, a été plutôt bien accueillie par les lecteurs. Super bien accueilli. Super bien accueilli. C'était un coup de poker par rapport au prix. Oui. Essayer de faire un prix pas trop cher parce qu'effectivement, on aurait pu partir du principe que ça allait pas se vendre et faire un prix plus élevé pour compenser les pertes. Mais j'y ai cru à fond. Ouais. Et j'ai tenté le coup. Donc, on l'a fait comme ça. J'espère pouvoir faire ça plus souvent avec des livres.
Et ça a plutôt bien marché. Donc, voilà. Mais là, je suis plutôt content. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, bah, comme il y a des lectures on va se lâcher en faisant un coffret un peu extraordinaire en forme de cercueil. Okay. On ne pourra pas en faire beaucoup parce que la fabrication ne permet pas d'en faire beaucoup. Donc, du coup, seuls les premiers heureux élus pourront Il va falloir le prendre. précommander, quoi. Oui, voilà. Mais en tout cas, seuls les chanceux pourront avoir ce coffret parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ouais. Et puis après, en plus, ce coffret est tellement complexe que si il ne se vend pas, en fait, la fab coûte tellement cher à faire que... Voilà. Donc, mais pour te donner un exemple des problématiques qu'on a là-dessus. Voilà. Et du coup, je travaille à voir si on peut faire un 6e volume avec des inédits à l'intérieur. Ce serait génial. Oui, surtout que c'est l'occasion jamais d'en profiter. Est-ce que dans le manga, on parle d'Hellsing, mais on peut avoir cet exemple-là parce qu'on est déjà au 2e tome, comme dans le comics, il y a notamment une perte de lecteurs entre le tome 1 et le tome 2. Toujours. De toutes les façons, cette bascule, elle est inévitable. D'accord. Alors, sauf sur Hellsing. D'accord. Alors, c'est l'exception qui confirme la règle, du coup. Oui, c'est vraiment l'exception. Mais c'est normal puisque le premier avait été épuisé à la sortie. Donc, du coup, le 2, il y a eu les quantités qu'il faut, ce qui fait que le volume 2 s'est vendu plus que le volume 1. D'accord. Mais ce qui est normal. En fait, nous, on reçoit chaque semaine un retour GFK. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, GFK, c'est une société qui analyse le marché. En fait, ils ont plein de libraires ou de grosses boîtes comme Fnac, Virgin, ça n'existe plus, mais Carrefour, etc., qui leur remettent leurs tickets de caisse. Et à partir des tickets de caisse, ils peuvent voir quel livre a été vendu, à combien de quantités, et ils déterminent que tant de livres a été vendu. Donc sur GFK, on a le minimum de vente, le plus souvent, de ce qui a été vendu. Donc ça permet de savoir, et c'est comme ça qu'on peut... Et en fait, nous, on reçoit un comparatif sur à peu près 8 semaines de vente. Donc, il y a la première semaine, on en a vendu un temps, la deuxième temps, etc. Et quand on regarde la courbe de Hellsing 2, c'est marrant parce que, en fait, on a le 1 qui a été vendu à temps. Donc, le 2, il sort, et ben, il est vendu à peu près la même quantité. Et dès que la deuxième semaine arrive, on voit Hellsing 2 qui passe devant, puisque comme ça a été en rupture pendant... Oui, tout à fait. Voilà, donc forcément, sur les semaines suivantes, ça rattrape à une vitesse phénoménale. Et là, il l'a dépassé. C'est super. Voilà, mais c'est l'exception. Mais ça arrive jamais. C'est souvent pour ça que... alors, sauf quand c'est un bouquin un peu exceptionnel. Hein, mais en général, on essaie toujours de calculer. Il y a une quantité qui est faite pour le 1. Et on ajuste pour le 2. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve des fois avec des bouquins où le numéro 3 est épuisé avant le 1. Ok. Voilà, parce que comme au fur et à mesure des ventes, tu détermines de la quantité pour le suivant. Donc automatiquement, comme c'est ajusté, tu as des numéros au milieu qui se retrouvent épuisés avant d'autres. Et c'est ce qu'on se disait du coup en off quand on parlait aussi malheureusement du coût de publication d'un livre et du fait que parfois le public ne suive pas. C'est qu'en suivant les ventes des 3-4 premiers tomes, on peut très vite en tant qu'éditeur du coup se dire qu'on arrête la série, on la continue pas parce que c'est un échec. Alors, en général, les éditeurs n'arrêtent pas les titres de Gaieté de cœur parce qu'on a des contrats. Voilà, et on fait des contrats. En général, c'est plutôt la partie comptabilité qui nous dit là, vous pouvez encore tenir, là, il faut arrêter. Ouais. Et puis, c'est aussi les bouquins qui se vendent beaucoup qui permettent de continuer ceux qui ne se vendent pas. Si un éditeur, et de soutenir le fonds de catalogue, justement. Voilà, quand un éditeur n'a pas de best-seller, ou n'a pas au moins un livre qui cartonne, faire des bouquins qui se vendent pas. Et donc, plus un éditeur a des titres qui cartonnent, plus il peut se permettre de faire des titres, justement, des suites de séries qui n'en finissent jamais, etc. Dragon Quest ici, non, Dragon Quest, ça se vend pas mal. Oui, non, mais ça reste un best-seller chez vous. Oui, on est d'accord. Dragon Quest, notre problème, c'est qu'il y a beaucoup de validation. Ouais. Il y a beaucoup de validation. Le plus difficile pour Dragon Quest, c'est qu'ils nous ont envoyé 4 listes pour les noms, la forme. En fait, on est piloté. C'est par exemple le premier volume, on a dû le pilonner parce que Gomu, il tenait à ce qu'on dise Gomu-chan.
normalement, nous, en France, on n'utilise jamais les chan. Oui. Sur les mangas, aucun éditeur quasiment n'utilise les kun ou les chan. Mais eux tenaient à ce qu'il y ait les chan, donc ils nous ont demandé de pilonner l'intégralité du premier. Donc, quelques chanceux ont réussi à avoir la version avec Gomu tout court, parce qu'on les a tout de suite retirés de la vente. Et du coup, l'édition actuelle, c'est Gomu-chan. Gomu-chan. D'accord. Voilà. Et c'est un exemple, mais ça arrive de temps en temps. Mais là, effectivement, il y a beaucoup de validation, c'est très long, ce qui est normal c'est une licence quand même hyper importante au Japon. Donc, effectivement, là, voilà, ça fait partie des petites exceptions. Pour revenir sur des éditions très belles et des rééditions notamment, Trigun Maximum est sorti aussi dans un bel écrin. C'est le même éditeur qu'Helsing. Voilà, dans son édition Perfect au prix de 15,99. Une série qui a connu, elle, de nombreux déboires au Japon, puisqu'il y a eu un changement d'éditeur après 3 volumes, il me semble, publiés, puis ensuite 14. Donc là, on est censé avoir, je crois, les 3 volumes. On aura la non là on est sur Trigun Maximum donc on les est 14 sur les volumes, 14 les 14 volumes. Et après on fera les 3. Vous ferez les 3 volumes, oui, c'était ma question. C'est parce que je l'ai fait en sens inverse ce coup-ci. Ouais. C'est la première fois que j'avais édité, j'avais d'abord fait les 3 et ça n'avait pas marché. Ouais, ça n'avait pas marché, donc on avait dû arrêter. Et quand on a fait les 14, là ça avait marché. Donc du coup on préfère faire dans le sens contraire, comme ça on sait que les gens quand achetent les 14 ont des chances de soutenir les 3. Ok. Plus ce qu'on est en train de préparer, puisqu'il y a eu d'autres Trigun qui ont été faits il y a eu entre-temps. d'autres séries Trigun, effectivement. Je dirais pas d'autres, mais des spin-offs, genre Byoshi, etc. Voilà. Donc on essaie de voir si c'est possible de les faire aussi. Mais effectivement, ça sera dans la continuité. D'accord. On parle d'édition de luxe à des prix abordables là, depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut parler d'Evol, qui lui aussi est publié dans un très bel écrin, hardcover. Et qu'est-ce qui justifie ce prix de 19 €? Il se vend absolument pas. Ah ouais? Ouais, Par contre, j'ai l'impression que tous les lecteurs de comics autour de moi lisent Evol. Non. Alors, c'est des gens qui les empruntent. Ce bouquin, on est sur du moins de 1000 exemplaires. Hein. Ah ouais? Mais on le fait parce que c'est un bouquin qui est important pour nous, donc on tient. Il y a d'autres bouquins qui le soutiennent, parce qu'il faut faire des choix sur les bouquins que tu vas soutenir. Voilà. Mais dans le cas de celui-ci, en fait, le bouquin lui-même ne s'autosuffit pas. D'accord. En fait, les ventes les ventes ne financent même pas le prix du prochain livre. tome. Voilà, exactement. Mais c'est un bouquin prestige, on adore l'auteur. Oui, il est très beau. Hein, on veut le conserver, voilà, donc on fait tous les efforts qu'il faut pour. D'accord. Mais effectivement, après le livre, il est spécial, les couvertures sont spéciales. Oui. Pour moi, c'est un bouquin de l'élite, hein. Ça fait partie de ces livres qui, pour moi, chaque lecteur qui achète ce bouquin, pour moi, c'est l'élite du manga. Ouais. Je devrais pas dire ça, mais en fait, c'est pas des mangas commerciaux. C'est des mangas où l'auteur se donne à l'intérieur, il y a quelque chose à l'intérieur. Ça se voit déjà dans le choix des couvertures. Je ne sais même pas si tu essayais à sortir la couverture tout en noir. Non, moi j'ai vu que les couvertures blanches. Ah ouais, il y a un volume qui arrive là, au lieu d'être blanc, c'est du noir sur noir. D'accord. Voilà. Donc du coup, on voit quasiment rien écrit. D'accord. C'est un choix. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Franchement, je trouve ça génial comme concept. Mais effectivement, en tant que lecteur, aller vers ce graphisme, aller vers cette histoire qui est quand même bien particulière, c'est faut être un passionné, faut avoir voilà. Okay. Et depuis la création de Tonkam, en fait, ça a été. Moi, je suis issu du Club Dorothée. Oui. Donc mon travail à la base, c'était de prendre des séries pour le Club Dorothée qui allait marcher sur le Club Dorothée. Quand je suis arrivé sur Tonkam, Dominique avait une autre logique qui était la découverte. Faire découvrir des mangas. Okay. Acheter Dragon Ball, ça n'avait pas d'intérêt parce que tout le monde peut le faire et tout le monde peut l'acheter. Par contre, notre travail principal, c'était d'aller sur des niches, de faire découvrir des choses. C'est pour ça qu'on a été les premiers à faire du Boys Love. C'est pour ça que on fait les isekai aujourd'hui. Oui. Là, il y a un nouveau genre qui sort, c'est le live stream. D'accord. En gros, c'est les gens qui se battent en étant filmés et ils reçoivent des likes. D'accord. Et du coup, et de l'argent. Et ils se financent non pas en tuant des monstres, des trucs comme ça, mais en se faisant filmer en direct. C'est un espèce de nouveau Battle Royale, nouvelle gain, quoi, non, nouvelle génération. Alors, il y a plusieurs mangas qui sont en train de sortir en ce moment. Hein. Le premier, c'était A Rank Party, qui est en animé sur Crunchyroll.
D'accord. Mais là, ils sont en train, chez tous les éditeurs, d'en faire, puisque c'est vraiment le truc. En gros, c'est, par exemple, quand c'est un truc d'Heroic Fantasy, il y a un gars qui va combattre des dragons, des monstres dans un donjon. Et il va se filmer. Il y a des gens qui vont le filmer, ou il va se filmer, et il reçoit des likes, oh, trop bien, machin, etc. Okay. D'accord. C'est la nouvelle tendance. Mais après, c'est le Japon, il y a toujours une nouvelle tendance qui se démarque. Et moi, j'adore aller vers ce genre de choses. Parce que je trouve que c'est ça qui fait la richesse du manga. C'est ce qui fait que j'aime le manga. C'est ces petits trucs qui se développent sur lesquels on va. Alors après, on n'a pas la chance d'être au démarrage surtout, parce que des fois, il y a des bouquins qui deviennent un phénomène dès la sortie. Oui. Et du coup, c'est des enchères, et c'est le premier qui l'achète qui le sort. Voilà. Mais effectivement, ça a été le fil conducteur de Tonkam depuis le début, et qui est toujours le cas, essayer d'aller là où le lecteur ne nous attend pas, parce que je dirais que notre travail, c'est de faire découvrir des choses. Il y a une vingtaine d'éditeurs de mangas réguliers. Oui. Une vingtaine, il y a 350 mangas à peu près qui sortent chaque mois. Des mangas commerciaux, il y en a tout plein. Voilà, donc on doit faire aussi des mangas commerciaux, on en fait, mais à côté de ça, j'essaie comme beaucoup d'éditeurs, essaie de faire des titres aussi pour faire découvrir. D'accord. Et Vol en fait partie. Et Vol en fait partie. Avec l'arrivée des éditions Perfect depuis maintenant quelques années, est-ce que tu as l'impression que le manga se luxifie, lui qui précédemment pouvait toucher toutes les cibles et tous les budgets, quand des tomes sont aujourd'hui vendus à 20, 25, parfois même 30 euros ? Alors, je dirais pas En fait, on est sur la 3e génération de fans de manga. Oui, avec la première Dragon Ball, la deuxième Naruto, Bleach... Ah non, je le prends même pas comme ça. Ah ouais, d'accord. Si tu montes comme ça, je dirais qu'il faut aller commencer à Goldorak. Oui. En humain, la première génération, c'est Goldorak. Ouais. La deuxième, c'est 86 avec Club Dorothée, etc. La troisième, c'est Naruto, nouvelle génération sans télé. Oui. Et la 4e, c'est aujourd'hui, c'est les chaînes de streaming. D'accord. Voilà. Donc, je parle plutôt de... Alors, donc, comme je disais, on est à la 3e génération. La 3e génération, c'est grand-papa, papa, enfant. Ouais. Voilà, c'est ça la 3e génération. En général, la plupart des... Alors, la France, c'est un Pokémon de la culture, dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on prend les cultures des autres tout en ayant la nôtre et on l'absorbe. En BD, c'est le cas. On a eu dans les années 50 les fumetti italiens, on a eu la génération argentine avec Mafalda, etc. Il y a eu plein de générations de BD. Métal Hurlant dans les années 70, le comics aussi dans les années plus 70 que 60. Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, une fois que le pays a absorbé en fait cette génération, il y en a une autre qui arrive. Donc jusqu'en 89, le comics était roi. D'accord. Et puis à partir de 89, il a commencé à y avoir le manga qui s'est développé. Et dans le même temps, le comics s'est un peu descendu. Et les ventes de comics aujourd'hui, c'est tellement faible par rapport à ce qu'on faisait dans les années 80, c'est incroyable. Sauf que le manga, en fait, n'a pas eu du moins de personne qui est venue le perturber. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Même la BD n'a pas essayé de perturber le manga, ce qui fait que du coup, on est passé à 3 générations. Et le problème, c'est que la génération d'aujourd'hui n'aime pas forcément les mêmes choses que la génération d'avant. D'accord. Et puis surtout, la génération d'avant, la première génération, n'avait pas de sous pour acheter ses bouquins. Et en plus, il était mal aimé, parce que quand il disait qu'il aimait le manga, c'était un pestiféré, alors qu'aujourd'hui, tu mets ton t-shirt, t'assumes, tu vas aller chez Célio acheter ton Dendadan, tu vois, etc. Alors que la première génération, il était obligé de se cacher à la cour de récré. Si tu osais dire que tu aimais les mangas, tu passais pour le geek, voilà, ou le monstre. Voilà, exactement. Et ça a changé. Et la première génération, pour beaucoup, sont bien placés, ont des sous aujourd'hui. Donc, beaucoup achètent des bouquins par déjà nostalgie, mais surtout n'ont pas envie d'un bouquin cheap, ont envie d'un beau bouquin. Donc, beaucoup d'éditeurs se donnent la peine d'essayer d'aller très loin. C'est le cas de Glénat, par exemple, avec son Berserk, qui est magnifique parce qu'il s'adresse à un public bien précis. Ouais. Ah, forcément, c'est pas le nouveau lecteur en fait. Voilà, le nouveau lecteur va se plaindre, mais le nouveau lecteur le plus souvent veut les bouquins les moins chers possibles, mais de meilleure qualité possible. Mais ça, tu peux pas avoir le beurre. Ce qui est contradictoire. Voilà, exactement. Donc du coup, ces bouquins sont toujours pensés pour un public bien précis, comme Evol, par exemple. Voilà, on est obligé dans notre seuil de rentabilité et au niveau économique de penser à une typologie de lecteur. Tant pis, tu perds une autre, mais tu vas plaire au public que tu veux.
qui est souvent en plus un public qui ne se plaint pas. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut penser beaucoup à eux. C'est un public d'amour qui, ce qu'il veut, c'est avoir enfin sa belle édition. Ou la suite. De son livre. Donc, effectivement, tu dois penser à ce public parce que c'est ton... Je ne dirais pas que c'est ton fonds de commerce, parce qu'en réalité, c'est le grand public qui est ton fonds de commerce. Oui. Mais il faut le penser à eux parce que eux, si tu en as besoin, ils peuvent te soutenir. Ils peuvent être là. Quand je dis ça, je pense par exemple au public Jojo. Oui. Jojo, c'est un bouquin, quand j'ai sorti les premiers, j'en vendais 1500. D'accord. En un an. Alors qu'aujourd'hui, 1500, c'est ce que je vends en une semaine. Oui. Quand il sort, quand le bouquin il sort. Voilà. Okay. Mais ça, c'est parce qu'on a eu un public sur Jojo qui est exceptionnel, qui a été là à tout moment, qui s'est battu. Il y a des gens qui ont acheté 2 exemplaires pour soutenir le livre. C'est vraiment un phénomène extraordinaire. Pour moi, c'est un phénomène d'édition là-dessus, Jojo, parce que Jojo continue à marcher, même si ça reste pour moi un bouquin d'élite, parce qu'il faut rentrer dans l'univers Jojo. Moi, j'ai jamais réussi. Hein. Voilà, exactement. Ça fait partie de ces rares bouquins. Rentrer et aimer Jojo, c'est vraiment une façon de penser. Parce que c'est vraiment, vraiment très spécial. En plus, chaque section est différente de la précédente, etc. Voilà. Donc, c'est un peu aussi pour ça qu'il faut essayer de chouchouter, en tout cas, ce public maximum, parce que c'est un public qui sera toujours là, qui aime sa série, etc. Mais du coup, on pense toujours à ça. C'est pour ça que, par exemple... je te prends un exemple tout con, en tant que vieux, mais là, je me mets côté lecteur, plus que côté... Tu vois, par exemple, moi, je suis très fan de Yu-Gi-Oh! Oui, moi aussi. Je rêverais d'avoir une édition comme Berserk de Yu-Gi-Oh! Mais il y a une très belle édition qui a été... pas si belle que ça, mais qui a été annoncée là, pour les 25 ans, 20 ans, t'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu. Okay. Il y a une nouvelle édition. Mais tu vois, Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'est un truc... Surtout les derniers volumes, c'était hallucinant, quoi. Donc, tu vois, je fais partie de ce public qui aussi a envie d'enlever les versions poche cheap pas chères et d'avoir une belle version magnifique dans la bibliothèque avec les pages qui jaunissent pas. Et pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que tu penses pas que du coup l'édition cheap et l'édition un peu plus maximisée ne peuvent pas cohabiter? C'est compliqué. C'est très compliqué. Ça peut marcher sur certains livres. La preuve, l'Atelier des sorcières chez Pika, mais c'est exceptionnel. Nous, on va le faire là avec Solo Leveling, puisque là, on arrive au 19. Mais à partir du 20, comme on passe sur le nouveau cycle, du coup, on est en train de travailler sur une édition en même temps. D'accord. Il y aura l'édition normale, une édition limitée pour chaque volume, que j'ai appelé l'édition Monarque. Ok. On est en train de travailler dessus en ce moment, avec l'idée d'avoir dans chaque volume un petit supplément comme ça. D'accord, très sympa. Une espèce de petite épée là. Oui, une clé ou une épée à l'intérieur. Et on est en train d'essayer de voir si on peut aussi, alors c'est de l'exclu que je suis en train de te faire. Super, merci. Dans chaque volume, avoir des pages dépliantes comme ça, puisque comme c'est du webtoon et qu'il y a beaucoup de longs trucs, pouvoir proposer des gros dépliants comme ça. Attends. Ah oui, d'accord. Tu vois, avoir des très grandes pages comme ça sur les bouquins. Tu vois. Mais sympa. C'est vraiment une expérience pour le coup. Parce que ça veut dire qu'on va proposer 2 livres en même temps. Et que, est-ce que l'un ne va pas tuer l'autre? Parce que c'est toujours le risque de ça. C'est que tu essaies d'aller vers un truc un peu différent, mais l'un peut tuer l'autre. D'accord. Voilà. Donc... j'ai remarqué que, on parle toujours des éditions Perfect, j'ai remarqué que de nombreuses éditions ont pour nom de collection et Perfect Edition, alors qu'il s'agit plutôt en fait de tomes doubles en réalité. C'est la question qui fâche. Ce qui confirme au vu de la magnifique édition de Hellsing un petit peu d'une certaine manière quand même. Je pense notamment à la future sortie H2. Alors, H2, je l'ai là. Ou encore Toph. Par exemple, est-ce que cela n'est pas bloquant pour justement par la suite sortir du Perfect? Non, du tout. En fait, il y a des... Alors, après, nous, en fait, on a eu un problème là-dessus sur les noms. En fait, les Japonais ont des noms bien précis. Le Deluxe, c'est du hardcover. Le Perfect, c'est les grandes éditions format A5. Double édition, c'est des simples doubles. Au départ, tous les éditeurs tenaient à ça, sauf que les gens qui ont commencé dans le manga il y a 20 000 ans ne sont pas forcément toujours là ou encore là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, la nouvelle génération, qui mélangent ces termes
Ça se perd, en Donc, fait. ouais, tu peux te retrouver avec des éditions doubles qui s'appellent des éditions perfectes, etc. Ça arrive de plus en plus souvent. Ouais. Parce que ça n'a jamais été vraiment statué, comme c'est le cas du shonen, shoujo, Oui. seinen, où ça a été statué. D'ailleurs, c'est très chiant parce que dans les trucs de distribution, de comptabilité, etc., il n'y a que 3 sections. Oui. Et tu es obligé de mettre tes bouquins dans une de ces 3 sections. D'accord. Donc, du coup, tu te retrouves des fois avec des josei qui sont dans le shoujo parce qu'il n'existe que 3 sections et on ne peut pas en créer plus. Donc, on est prisonnier de ça. Voilà. Et donc, pour ces bouquins-là... c'est un peu le même système. C'est un peu le même système. Mais après, tu as des bouquins qui peuvent avoir toujours une nouvelle édition. Oui. C'est déjà arrivé en fonction de redonner vie au livre. Parce qu'il faut Ouais. savoir une chose, c'est que quand même un bouquin qui se vend commence à être vieux, il y a de moins en moins de lecteurs qui les achètent. Donc, l'érosion fait qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus justifier de réédition. Et même quand tu les réédites, par exemple, nous, après le Covid, on a réédité plus de 450 bouquins D'accord. de Delcourt Tonkam, dont les D'accord. Video Girl, etc. Pour certains bouquins, on a eu 0 vente. Ouais. Et pourquoi ? Déjà parce que c'est des simples rééditions, donc c'est des lignes qui s'affichent, le libraire ne le voit pas forcément, Ouais. les lecteurs non plus, alors qu'une nouveauté ou une nouvelle édition compte comme quelque chose comme de une nouveau. nouveauté. Donc Et c'est mis en avant, tout le monde en parle, les libraires, alors qu'un bouquin... Et ça redonne de l'intérêt. Exactement, alors qu'un bouquin qui est réimprimé, en fait, c'est juste une réimpression. Donc un bouquin, par exemple, qui a été épuisé pendant 2 ans, mais qu'on réimprime, il n'y a aucun moyen, en fait, de... Et du coup, pour revenir sur ces statuts de collection d'une certaine manière, est-ce que vous pensez un jour revenir sur certains noms de collection ? Par exemple, si demain, je dis n'importe quoi, vous pensez sortir encore une plus belle édition pour Hellsing, est-ce qu'on sera, du coup, l'ancienne édition sera plutôt une édition tome double et la nouvelle sera une perfecte ou... c'est toujours difficile du coup pour la suite de la vie du livre en fait. Non, je pense que ça fait pas de différence. Par exemple, Gantz, qui est l'une de mes mangas préférés de tous les temps. Gantz, l'édition double. Voilà, je l'ai sortie, mais c'était pas forcément une édition qui me plaisait telle qu'elle est aujourd'hui. Ça serait mon trip de faire une édition comme Hellsing, l'édition extraterrestre. Pourquoi pas, après tout. Voilà, c'est cohérent. Voilà, une édition un peu exceptionnelle de Gantz. Mais après, il faut que ça soit justifié par rapport aux lecteurs. Est-ce que les lecteurs vont suivre une nouvelle édition luxueuse ? C'est toujours compliqué, ce genre de choses. Et puis après, il faut le temps. Il faut laisser un certain nombre de temps. Le Gantz double édition est sorti en 2017, je crois. C'est encore récent en termes de vie d'un livre. Et le titre continue toujours de se vendre. Donc, ça ne justifie pas une nouvelle édition. Et puis après, il y a les éditions pas de chance. Hikaru no Go, par exemple. Qui est une très belle édition. Oui, sauf que on y croyait à mort. Sauf que ça ne s'est pas vendu du tout, les premiers. D'accord. Du tout. Et puis, on ne sait pas pourquoi, arrivé au milieu de la collection, ça s'est mis à se vendre. Poussé par l'excellente chaîne YouTube Sélection Manga qui a adoré Hikaru no Go. Et du coup, ça devient problématique parce que ça veut dire qu'il faut réimprimer les premiers, mais tu ne peux pas garder certains trucs. C'est un peu compliqué là-dessus. Et puis après, quand ça se vend au numéro 12, ça veut dire que tu as 11 bouquins à réimprimer derrière, sans savoir si, sachant que c'est des bouquins qui coûtent cher à fabriquer, parce que c'est une couverture rigide, machin. Voilà, donc c'est toujours assez complexe là-dessus. Il me semblait que j'avais prévu une question autour... C'est pour ça que ces éditions-là sont limitées. D'accord. Il me semblait que j'en parlais d'Hikaru, mais pour continuer dans la vibe des éditions plus luxueuses, moi j'ai cru comprendre que les éditions prestige comme Le Roi Léo de Tezuka ou encore Black Box de Junjito ont été très appréciées, sont très appréciées. Est-ce qu'il serait raisonnable de penser qu'une série comme Vagabond de Takehiko Inoue... Même pas une seconde. D'accord, intègre les éditions prestige. Il ne faut même pas y penser une seconde. Hein. C'est difficile de... Là, on va faire une édition pour les 40 ans de Delcourt, qui sera une édition 40e anniversaire. Mais ça fait partie des rares trucs qu'on peut faire sur la série parce que la série n'est pas finie. Non. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on aura un jour une fin ? J'espère. J'espère. Moi, j'y crois.
comme Nana. On va y venir, Nana, juste après. Mais c'est difficile de faire beaucoup de choses autour de la série parce que c'est la série sur laquelle ils sont le plus regardants, sur laquelle ils font le plus attention. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On avait fait un volume hardcover du tome 1 et 2, qui était un truc limité de collection qu'on avait fait en 2000... Je crois que c'est 15, parce que pour la venue de l'auteur au Salon du Livre. Oui. Mais c'était vraiment une édition limitée qu'on avait fait pour ce moment-là, qui n'avait pas de but de faire... Mais il me semble qu'il y a quand même une version anglophone qui est de super bonne qualité pour Takehiko Inoue. Oui, qui est la grande édition. Et ça ferait pas sens de sortir ça en France ? L'éditeur voudrait pas qu'en France il y ait ça, alors que... Enfin, l'auteur, pardon. C'est compliqué. Okay. C'est compliqué parce qu'il faut vraiment dire pourquoi l'état du marché, est-ce que ça se justifie sur le marché ? Aujourd'hui, là, au moment donné, pour nous, c'est impossible parce que c'est dans notre fond de catalogue, avec Nana, les 2 livres qu'on vend le plus. D'accord. Alors, quand je dis le plus, c'est... je dirais même que ces 4 dernières années, on en a vendu autant que toutes les années d'avant. D'accord, effectivement. Et puisque tu parles de Nana, du coup, ça va me permettre de rebondir, puisqu'on a une nouvelle adaptation et un matériel HD, mais malgré tout, j'ai cru comprendre en tout cas que cette annonce semble avoir provoqué une certaine déception des fans, alors que nos voisins, eux, sont partis sur une version de luxe. Pourquoi, du coup, on n'a pas la même version ? Parce que nous, on est partis sur la version italienne. D'accord. Qui s'appelle Nana Reload. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'on avait vu l'annonce de la version italienne, donc on avait demandé à l'éditeur japonais est-ce qu'on pouvait faire quelque chose d'équivalent. Donc pour l'instant, on est là-dessus. On n'est pas encore sur quelque chose d'autre. Et puis c'est surtout qu'avant de faire une version de luxe, je voulais proposer une version avec du vrai matériel. Parce qu'à l'époque où on a fait Nana, on a utilisé des scans, voilà, ce qu'on avait à l'époque. Il ne faut pas oublier que Nana, c'est 2002. Hein, oui, donc, c'est voilà, et c'est à son âge. Même version qu'on a depuis. Et je voulais d'abord avoir une version slim, qui soit une version belle, avant de penser à aller plus loin. Voilà, donc on peut s'attendre peut-être dans quelques années à avoir... Oui, ça serait quand même dommage. Donc ça, c'est une grosse annonce. Non, je ne dirais pas que c'est une annonce. C'est un futur. C'est un futur. Voilà, éventuel. D'accord. Voilà, une uchronie possible. Je voudrais, Pascal, qu'on parle du fond de catalogue. Longtemps, j'ai compris que Delcourt Tonkam a été critiqué sur la non-exploitation du fond de catalogue, mais aussi parfois avec des rythmes de sortie espacés de plus de 9 mois. Ça a été le cas pour Love X Dilemma, qui n'est pas encore fini, ou justement... qui est fini maintenant. Ou Hikaru no Go Perfect Edition, voilà, avec... c'est ce que je disais, ça se vendait pas. Effectivement. Et voilà. Entre le tome 1 qui est sorti en 2012 et puis le manga qui s'accélère jusqu'à arriver à son dernier tome en 2022. Oui, parce que là, ça se vend. Voilà, c'est ça. Donc, bon, du coup, tu as répondu à la première question qui était pourquoi avoir tout accéléré sur la sortie. Tonkam, je pense, hein, sans regarder, hein, que ça doit être Tonkam plus Delcourt, ça doit être le plus gros catalogue manga en nombre de références. Pas en nombre de quantité, en nombre de références. Mais il faut savoir, et c'est ce que beaucoup de personnes ignorent, on a ce qu'on appelle des contrats qui vont de 3 à 5 ans sur les contrats. Pour les droits. Pour les droits qui sont renouvelables, soit automatiquement, soit sur demande, des deux côtés. Le problème, c'est que quand un titre arrive en fin de contrat, c'est comme les humains, il y a une fin de vie. Donc un autre éditeur peut le prendre. Ça a été le cas pour Junji Ito. Junji Ito, c'est un bouquin que j'ai sorti en 2002. Je vendais 1500 exemplaires par bouquin. Personne ne le connaissait. Ça n'intéressait pas grand monde, à part quelques spécialistes. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se revendiquent grands fans, machin. Et donc, ces bouquins-là, j'ai tenu tant que j'ai pu. Sauf que quand tu vends un bouquin à 1500 qui ne se rentabilise pas, tu ne peux pas non plus conserver les droits. Donc, à un moment donné, je continuais à sortir du Junji Ito. Je gardais certains trucs comme Spiral que j'adore. Mais d'autres, j'étais obligé de pas renouveler parce que je pouvais pas les sortir. On peut pas sortir un bouquin qu'on ne vend pas. Donc, quand Mangetsu est arrivé, les bouquins étaient disponibles. Donc, ils n'ont pas eu à se battre pour les avoir. Et il y a beaucoup de bouquins de notre catalogue qui sont comme ça, qui sont disponibles parce que c'est des livres qui sont vieux. C'est pas qu'on fait une rétention des titres. Rookies, ça fait longtemps qu'on n'a plus les droits de Rookies. Donc, c'est des bouquins qui sont disponibles. Chez tous les éditeurs, c'est un peu comme ça. Hein.
il y a les arrêts de com, quand c'est en cours ou les fins de session. Un bouquin s'arrête. Donc, du coup, ils sont disponibles. D'autres éditeurs peuvent le faire, c'est ce qui arrive. Stratège c'est ressorti, Baki c'est ressorti parce que les bouquins étaient disponibles. Donc, tout le monde peut les acheter. Et c'est comme ça chez tous les éditeurs. Nous, on ne bloque absolument rien. Ouais. Voilà, on a une continuité. Par contre, effectivement, il y a certains bouquins, c'est le cas de H2, qu'on n'avait plus. Donc, c'était fini. Et comme voilà, c'est un bouquin que j'adore, je me suis dit, comme on a 2-3 bouquins qui se vendent très bien en ce moment, donc c'était l'occasion de prendre le risque de ressortir ce livre. Donc, on a refait un nouveau contrat. D'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une nouvelle forme. Oui. Parce que c'est un nouveau contrat, donc tu ne renouvelles pas l'ancienne édition. Tu fais un contrat pour une nouvelle édition. Donc, c'est comme si tu achetais un nouveau titre. Donc, beaucoup de personnes vont le considérer comme une nouvelle édition, du moins comme une réédition. Mais en aucun cas, quand Stratège ressort chez un autre éditeur, c'est un nouveau livre qui sort. Oui. Ils ne font pas une réédition. Et bien là, c'est pareil, c'est un nouveau livre. D'accord. Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et aucun éditeur ne fait de la rétention de manga. Et d'ailleurs, on parle d'Hikaru no Go, j'ai vu que le tome 20 est en rupture depuis quelques temps. Et pareil pour Coq de combat tome 2, j'ai vu que du coup, il était en rupture depuis quelques temps. Je suppose que ça va être disponible à nouveau prochainement. Oui, parce que c'est des bouquins qui tournent. Donc, après, il y a des phases de réédition, parce qu'on ne peut pas tout rééditer. Il y a les périodes de l'année. Il faut savoir qu'on paie le stockage aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, ça rentre, donc on fait au fur et à mesure. Puis on a aussi une série qui s'appelle Jojo, qui compte plus de 100 volumes, qui est prioritaire sur tous les autres. D'accord. Parce que laisser des ruptures dans Jojo, c'est un peu catastrophique pour les gens qui achètent. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas tout prendre ou prendre ce qu'ils veulent. Donc voilà, il y a aussi des priorités. Puis après, il y a des titres comme Coq de combat. Je rêverais d'en faire une édition un peu luxueuse. Là, tu parles à un convaincu. Alors là, moi, je rêverais d'avoir une édition. Je pense d'ailleurs que le manga mérite d'avoir plus de visibilité sur le marché. Voilà, vraiment. Je suis d'accord. Comme Ascension. Alors, Ascension, je ne connais pas, mais Coq de combat. Ascension, c'est une merveille. On parle toujours d'Hikaru no Go. Et tout à l'heure, on a parlé de Sorcière aussi. J'ai remarqué que certains tomes d'Hikaru no Go n'étaient pas dotés de tous les chapitres, il me semble. Et que Sorcière, pareil, avait eu quelques problèmes de fab, notamment sur la couverture. Je ne sais pas si ça te parle. La couverture était blanche, avec des traces rouges dessus. Et du coup, tu n'es pas au courant de ça ? D'accord. Non, pour Hikaru, nous, on suit l'édition perfecte. D'accord. Donc, dans l'édition... Au Japon. Donc, nous, on reçoit le matériel japonais. D'accord. Donc, effectivement, il y a certains volumes, si on le compare par rapport à l'ancienne, la petite édition, il y a des pages en plus. D'accord. En plus des couleurs. Il y a certains trucs qui ont été refaits par l'auteur. Ouais. Ça arrive plus souvent qu'on ne pense. Qu'entre-temps, l'auteur a changé d'avis et a refait certains dessins. Ça sera le cas, par exemple... Quand je donnais des exemples, sur Solo Leveling le 20, la version webtoon et la version papier ne seront pas tout à fait les mêmes. D'accord. Parce que l'auteur a modifié certaines choses pour le passage en papier. Donc ça arrive. Et dans le cas de Hikaru no Go, il y a quelques changements à l'intérieur. Donc c'est possible que ça fasse partie de modifications volontaires. Pour passer sur une autre question, suite à la réédition des histoires courtes de Rumiko Takahashi en coffret, est-ce qu'on peut espérer la réédition des short programmes dans un coffret ? En coffret, je ne sais pas, parce que c'est pas un bouquin qui se vend beaucoup. H2 nous dira le futur. Parce que j'avais l'impression que c'était un titre qui était quand même très attendu. Oui. En fait, c'est parce qu'il y a un volume inédit qui est sorti entre-temps. Mais c'était assez compliqué d'avoir les droits, parce qu'on a dû passer, je crois, par Visu SA. C'était assez étonnant. Et donc, en fait, on attendait de signer le contrat pour ce volume 5 inédit. Ouais. Et donc, du coup, là, après, maintenant, il faudra le programmer une fois on aura fini. Donc, pas 2026, en tout cas. Non, il n'est pas prêt. C'est plus pour début 2027, je pense. D'accord. Voilà. Parce que déjà, il y a H2 qui est prioritaire, Cross Game. Il y a TOF aussi, je crois, qui arrive, non ? Oui, mais TOF, ça y est, c'est sorti. C'était la semaine dernière. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de volumes à TOF. Oui. Surtout qu'il H2, c'est 5 tomes, c'est ça ? Non. C'est la plus longue série de... Je ne sais plus quelle... non, H2, on est parti... Je confonds. Non. C'était 37 sur la première. Ah oui. Voilà. Donc, on est parti pour beaucoup de volumes. Teuf, c'est pareil, il y aura beaucoup de volumes, même si la première semaine de Teuf, elle n'a pas super bien démarré. Mais on sait que le lecteur va suivre, parce que ça fait longtemps qu'il attendait sur la saison 3. Donc, toujours dans les titres très attendus, est-ce qu'une réédition des Mix pourrait être prévue ? Ah non, Mix réédition ?
Mais non, mais les mix, ils sont réédités régulièrement. En petite quantité, mais réédités. Sur une nouvelle édition, je pense, non? Mix, non. Non. Okay. Déjà, on a du mal à sortir. Parce qu'effectivement, ils sont tous disponibles, mais la série a beaucoup de retard par rapport à sa publi japonaise. Oui, parce que c'est un bouquin qu'on vend... je sais même pas si c'est pas le bouquin qu'on vend le moins du catalogue. Et justement, j'avais remarqué... du coup, chaque volume est quasiment un collector. D'accord. Voilà. Love X Dilemma, tu me parlais de Love X Dilemma. Love X Dilemma, c'était le même principe. Love X Dilemma, à un moment donné, c'était soit on l'arrête, soit on trouve une solution. Moi, j'adore cette série, je voulais pas l'arrêter. Donc, je me suis dit, la seule solution pour continuer ce bouquin, parce qu'il se vendait vraiment pas du tout, hein, c'était le bouquin à vraiment, quand je dis moins de 1000, c'était 500, quelque chose comme ça. Donc, c'était compliqué. Et donc, je me suis dit, je vais me faire détester par tout le monde. Mais sur tous les gens qui vont me détester, il y a des gens qui seront contents de pouvoir avoir la fin de la série. Et donc, mon deal a été de faire pour chaque volume jusqu'à la fin et le sortir régulièrement, faire une édition un peu spéciale. Et le contenu et le prix permet comment ça s'appelle, sous le seuil de rentabilité, de faire le bouquin à 0. D'accord. Et de pouvoir continuer. Et puis si on réussit à faire un plus de 0 et que le bouquin s'épuise, à ce moment-là, on pourra le rééditer dans une vague de réimpression de 400 bouquins. Je dirais ça comme ça. Le faire avec, là, ça sera beaucoup plus facile. D'accord. Et donc là, ça marche. Okay. Les gens se plaignent, mais ça marche plutôt bien, donc je suis content. Mais au moins, on a pu conclure la série et on va pouvoir sortir les volumes tout seul après. Bon, super. Pareil, dans les très attendus, je pense notamment à Orange Road. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle édition en hommage à l'auteur qui est décédé ? Alors, oui, je ne peux pas vraiment m'avancer là-dessus, mais c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Donc, depuis 2021, j'essaie de faire un truc, mais ils ont fait une version couleur, en fait, pour être sincère. J'aimerais faire cette version couleur. Ok. Mais c'est compliqué, comme ils ont fait pour Dragon Ball, la version couleur. Et je trouve que ça apporterait quelque chose en plus. En plus, les couleurs sont plutôt pas mal. Donc, effectivement, c'est vrai que... Donc, c'est quelque chose qui peut être envisagé dans le futur. Oui, j'aimerais bien. Après, on a beaucoup de bouquins comme Homunculus, Weedman, que j'aimerais pouvoir faire. Après, le problème, c'est qu'on est limité dans le nombre de titres qu'on peut faire par an, etc. Les gens n'ont pas forcément le portefeuille et l'opportunité de le faire. En plus, avec 350 bouquins qui sortent chaque mois, c'est plus une goutte d'eau en plus dans la mer. Et puis les gens ne vont pas forcément le voir au moment. Voilà. Donc on est obligé de faire petit à petit et faire des priorités. Le marketing concernant Jojo Bizarre Adventure sont pleins, notamment avec le magazine Jojo ou encore les coffrets. Est-ce que du coup vous comptez reprendre toute la série en coffret ou est-ce que vous créez votre propre Jojonium à l'instar de Glénat avec Berserk? Alors, Jojo, c'est comme Dragon Quest, c'est des licences qui sont très contrôlées. Et très longues. Non, le long, c'est pas dérangeant, au contraire. D'accord. Très contrôlé, il y a beaucoup de validation, etc. Les magazines, c'est pas vraiment du marketing, hein, c'est juste un fan qui se fait plaisir. Ok, d'accord. Qui est éditeur. Non, mais c'est bien de le préciser. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont chers, parce que à 29 €, parce que la quantité, en fait, le seuil de rentabilité est basé sur la quantité de bouquins imprimés. Autrement dit, c'est plus une opération pour faire plaisir à des gens comme moi qui adorent les fans ultimes de Jojo. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait aussi le guide de voyage. Oui. Voilà, il y avait quelques trucs comme ça que je tenais à faire. Le coffret, à la base, c'était les coffrets parce qu'il manquait les dos violets. Oui. Et ça fait longtemps que je voulais faire passer du dos blanc au dos violet. Et puis, le style ball run, c'est parce que le commercial, les réseaux sociaux ont reçu beaucoup de personnes qui ont de messages de personnes qui ont demandé, etc. Donc, du coup, le commercial a dit on va tester avec Steel Ball Run pour voir si ça peut marcher une édition coffret.
Et ça a marché? Puis, je sais pas, j'ai pas encore regardé en fait réellement pour être sincère. Et puis on n'en a pas parlé en fait de savoir si on tente les autres comme ça. Voilà. Donc, et puis après pour toute la partie magazine, là il y a au total 5 magazines Jojo. Ouais. Printemps, été, automne, hiver, printemps. Ouais. Voilà, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, il y a ces 5-là qu'on a programmés. Il y a le Travel Guide qui est sorti là récemment. Est-ce qu'on aura voyage. l'artbook Jojo Veller? Ah, j'y arrive. Il y a le truc pour les spécialistes, le guide de 500 questions sur... c'est un guide de jeu Jojo qui normalement arrive l'année prochaine, techniquement. Et là, je suis en train de travailler sur mon sempiternel dossier sur lequel je suis depuis, je pense, 5 ans, sur la possibilité de faire le Jojonium. Ce qui est un bouquin qui me fait très peur. Là, on va lancer, comme les magazines, le magazine se tient, donc les ventes du magazine justifient le fait de prendre ce risque. Le problème, c'est que c'est un bouquin, moi j'aurais aimé le faire tel quel, comme la version japonaise, mais vraiment le plus identique possible. Ça coûte très cher, ça sera un bouquin qui sera à 150 €. Ah oui. Bah oui, forcément, avec le contenu. Donc ça veut dire que je ne peux pas en faire non plus des tonnes. Et si j'en fais pas des tonnes, ça veut dire que les gens qui s'y sont pris après vont se plaindre de ne pas les avoir eus. Donc c'est un pari risqué là. Voilà, c'est un pari archi risqué de faire un bouquin comme ça. Et faire en précommande, c'est difficile quand on est éditeur. Donc c'est vrai que la fabrication va me détester pour ça. Là, on est en train de faire un troisième devis pour la fabrication du coffret, les 3 livres, etc. Donc oui, on travaille dessus. C'est un projet auquel je tiens et que j'espère pouvoir... j'ai quand même un temps limité. Je ne peux pas dire pourquoi, mais j'ai un temps limité pour le faire. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'essaie d'un peu accélérer ça. Donc, après, il faut aussi que l'éditeur japonais accepte. Oui, valide. Accepte, valide. Il y a toutes les images. Alors, au-delà de la validation, il y a toutes les images. Est-ce que toutes les images sont disponibles? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. L'un des livres, le livre en couleur, est particulier parce qu'il y a 6 couleurs dessus. D'accord. Alors, je ne sais pas c'est comment ça fonctionne. Il y a les 4 couleurs primaires, classiques. Voilà. Et puis, il y a ces 4 couleurs primaires. Tu rajoutes des pantones. D'accord. Voilà. Et donc, tu vas certaines pages, il y a un pantone orange, un pantone bleu. D'accord. Voilà. Et donc, tu as ce problème des couleurs primaires plus les couleurs pantone qui fait que tu ne peux pas forcément le faire en France. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est assez long. Mais là, de toutes les façons, on va arriver bientôt au bout de on le fait pas. D'accord. Je vais te poser une question que j'avais posée à Thierry il y a 1 an, je crois maintenant. C'est le fait que Editis ait racheté Delcourt. Est-ce que ce rachat a changé quelque chose dans le fonctionnement des publications? Est-ce que concrètement, ça va changer quelque chose dans l'exploitation de vos titres ou pas du tout? Alors, pour l'instant, non. Non. Après, là-dessus, c'est pas vraiment un truc que tu maîtrises? Que je maîtrise. D'accord. Que je regarde. Je te pose la question pour justifier un peu ma question, c'est que quand Hachette, il me semble, avait racheté iComics, on avait vu quand même une envolée des prix pour les lecteurs de comics et ça nous avait sauté aux yeux la concordance entre le rachat et les prix qui augmentent. Mais pourtant, aujourd'hui, on voit bien que, notamment pour iComics, les prix sont justifiés puisque finalement, ça vend plus qu'avant. Non, pour l'instant, non. On n'a vraiment pas. Et puis après, alors pour la partie manga, je ne pense pas que ce genre de choses peut arriver puisque tout le monde, tous les éditeurs sont sur les mêmes fourchettes. On a les mêmes lettreurs, donc il n'y a pas de concurrence de prix. Les traducteurs sont quasi les mêmes d'un éditeur à l'autre. Donc, pour faire ça, c'est quand on va se dire qu'on va faire chez tel imprimeur pour payer le matériel moins cher, plus cher, machin, etc. Mais comme dans le manga, en fait, la concurrence est d'une certaine façon tellement serrée que si un éditeur réussit en fait, le meilleur exemple, c'est Kebook. Quand on a fait
Kibooks, on a choisi le prix de 14,95 pour le bouquin. Ok. Et tout le monde s'est mis à faire du 14,95. D'accord. C'est vous qui avez lancé la mode un petit peu. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. En plus, ce prix-là, je l'ai choisi de façon totalement volontaire parce que j'ai vécu l'arrivée du manga, j'étais dedans. Et quand le manga est arrivé, c'était entre autres chez J'ai lu, qui avait fait du dumping en faisant le bouquin à 3 francs 50 ou 4 francs 50, je sais plus. C'était le cas des premiers recoups d'Ena chez Blues, notamment chez J'ai lu. C'était un prix pas cher, sauf que la fabrication, c'était aucune marge possible. Donc c'est les lettreurs et les traducteurs qui ont morflé le plus là-dessus parce que on varie les prix en fonction. C'est aussi ça qui joue aussi dans les prix des bouquins, quand ils sont chers ou pas chers. Tout dépend le lettreur qu'on va utiliser, le traducteur. Plus la traduction est bonne, plus on va payer cher un traducteur. Donc plus ça va augmenter le coût du... Voilà, ça fait partie de ces petites choses, c'est des choix. Ton papier aussi que tu choisis à l'intérieur. Par exemple, il y a un papier que j'adore pour le manga qui s'appelle le Munken. C'est un papier qui est blanc et qui est un peu épais. Le Munken, ça coûte un prix. Donc si tu veux que ton manga soit en Munken, avec une épaisseur de 80 grammes et pas 60 grammes, ça change beaucoup de choses. Et le prix peut s'envoler très très vite. D'accord. Donc ça fait partie des petits détails. J'ai encore 2 questions pour toi, Pascal. La première, c'est vraiment une question, mais plus un regard critique. C'est effectivement, tu disais que tu étais responsable éditorial depuis plus de 30 ans. En parallèle, tu as travaillé pour AB Productions, notamment la programmation du Club d'eau, qui a participé à l'émergence de l'animé et du coup des mangas derrière. Tu as participé à la création du magazine Animeland, que je lisais beaucoup quand j'étais gamin. Quel est ton regard aujourd'hui sur l'évolution du manga en France et comment tu vois le marché dans les 10 prochaines années? Il me semble d'ailleurs que tu voulais parler de quelque chose qui allait impacter fortement le marché là prochainement. Je pense que c'est peut-être le moment d'en parler. Le marché des coffrets, des séries, des éditions spéciales, etc. En fait, comment je vois le marché, en fait, moi, quand j'ai commencé dans le manga, j'étais jeune. Et quand je rencontrais d'autres personnes qui étaient fans de manga, c'était pour moi lui faire découvrir, par exemple, Akira, quand le film est sorti, je l'avais en cassette vidéo, qu'on m'avait ramené du Japon, et je l'ai vu en VO 27 fois avant de le voir en français pour la première fois. Donc t'imagines le nombre de 2 heures dans ma vie que j'ai perdu à regarder, parce qu'à chaque fois je le faisais découvrir à des gens. Donc c'était une super période parce que tout le monde, on n'était pas nombreux, donc tout le monde aimait partager, on n'aimait pas, mais c'était une période de partage. Si quelqu'un n'aimait pas un truc, on discutait avec la personne, mais ce n'était pas un débat à sens unique, qui n'est plus un débat si c'est à sens unique. Tout à fait. Et donc, c'était assez agréable. Aujourd'hui, parfois, ça me fait peur parce que quand je regarde TikTok, etc., sur les gens qui s'occupent de manga, des fois, ça me fait peur parce qu'il y a des gens qui sont catégoriques. Alors que pour moi, que le manga continue en France, c'est une chance. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Parce que forcément, j'ai vécu toutes les périodes. Ségolène Royal qui déteste le manga, on tape dans le manga, etc. Donc, du coup, je me dis que ça me fait peur parce que j'ai toujours peur quand il y a des bagarres, des trucs un peu extraordinaires. J'aime bien quand le manga fait profil bas pour ne pas attirer l'attention de personnes qui ne sont pas censées s'intéresser à ça. Et donc, du coup, ça me fait toujours peur, ce genre de truc, que les polémiques, les machins, ça attire des regards malveillants. Qui fait qu'à un moment donné, les gens s'intéressent pour les mauvaises raisons au manga. Donc voilà, c'est le regard que j'ai par rapport à ça. Après, le manga, moi je suis toujours content de lire des nouveaux livres. Chaque semaine, je vais à la boutique m'acheter tous mes mangas. Un budget énorme, c'est horrible. Mais en plus, en ce moment, je suis content parce que, hormis le fait qu'en tant qu'éditeur, je vais me plaindre qu'il y a trop de mangas qui sortent avec 350, mais en tant que lecteur... qui est démarré dans le manga où à l'époque on avait 6 titres qui sortaient par mois, tout éditeur confondu. Aujourd'hui, et puis on prenait tout parce qu'on n'avait pas le choix, aujourd'hui on a un choix et on peut trouver des petites pépites, des merveilles, des choses inattendues. C'est vrai qu'on a beaucoup plus d'indés typiquement qu'avant. Exactement, mais même dans les trucs commerciaux, il y a des trucs commerciaux au Japon qui ne le sont pas en France, mais qui arrivent à sortir aujourd'hui.
Et on arrive à trouver des séries, même si c'est que le volume 1, 2, 3 qui sont bien, et qu'après ça se barre en vrille. Ouais. Mais on arrive à trouver des trucs fantastiques dans tous les genres. En plus, moi je fais partie des gens qui lisent tous les genres de manga, qui ne font pas de distinction de genre. Du moment que je passe un bon moment, je suis content. Moi, je lis du shoujo. Et puis il y a des trucs que j'aime pas, mais il y a des trucs que j'aime pas, mais que je continue à lire par espoir qu'à un moment donné, ça soit il y a mieux. un coup de génie. Voilà. Et puis il y a des trucs où au bout d'un moment j'arrête parce que j'en peux plus. Il y a des bouquins que j'oublie parce que ça met trop de temps à sortir. La vie d'un lecteur. Voilà, la vie d'un lecteur, voilà, etc. Et puis voilà, donc j'ai toujours ce plaisir et je trouve qu'on vit un moment du manga extraordinaire en streaming. Entre ADN, Netflix et Crunchyroll, c'est extraordinaire. Moi, je regarde tous les premiers épisodes des nouvelles saisons. Il y a même Disney qui a du Bleach. Non, mais ils ont du Bleach. Oui, mais non, en fait, c'est là, je ne devrais pas dire ça, mais je l'ai achevé. Disney, Tokyo, comment ça s'appelle, Tokyo Revenger. Ouais. Où t'as pas les premières saisons. Ah ouais. Voilà. Bleach aussi, c'est ça. Oui, non, Bleach aussi, c'est que la suite d'ailleurs. Une chaîne de streaming qui te diffuse une nouvelle saison sans avoir les autres derrière. Oui. Parce que c'est l'occasion de pouvoir découvrir et tu peux pas découvrir. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, dans la globalité, je suis super content parce qu'on vit une période fantastique pour le manga, que ce soit pour le streaming, etc. Je sais, parce que je suis là depuis des millions d'années, que ça ne durera pas, qu'on le veuille ou non. Il y aura quelque chose derrière, un truc qui fera qu'à un moment donné. Et c'est pour ça que j'en profite et que je dis toujours aux gens qu'il faut penser à l'instant présent et profiter un maximum de ce qu'on a parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On a la possibilité d'avoir des super salons de manga partout en France, etc. Voilà. Les choses qui changent, justement, je parlais de choses qui changent, c'est que jusqu'à présent, en fait, les coffrets, quand on faisait des coffrets en série limitée, peu importe, en fait, il y avait une TVA dessus. Ce qui est normal. Mais c'était une TVA, la plupart des éditeurs appliquaient la TVA du livre. 5,5% sur le coffret. Ouais. Même si c'est une édition limitée, machin, etc. Depuis cette année, en fait, l'État est venu mettre son nez là-dedans et il considère que les coffrets sont à 20%. Ah oui, donc ça va changer tous les tarifs des coffrets limités, etc. Il y a des gens qui etc. sont déjà fait aligner. Grosse amende parce qu'ils font rétroactif. Ah oui. Donc, il y a des coffrets qui sont déjà sortis, du coup, voilà, etc. Et c'est en train de changer. Ce qui fait que, du coup, à partir de maintenant, ça veut dire que tous les les rares nouveaux coffrets, parce que, du coup, ça va certainement se réduire, et surtout, tous les coffrets qui vont sortir, comme ils vont passer NTVA à 20%, les prix vont augmenter. Après, il y a un bon côté à ça, c'est que si avant, tu étais obligé, pour rester sur un prix raisonnable, de faire des goodies dans ton coffret qui ne sont pas chers, de la papeterie, des choses comme ça. À partir du moment où tu as 20%, tu peux faire tout ce que tu veux dans ton coffret. D'accord. Tu peux mettre du métal, tu peux tout mettre. Et donc, du coup, ça peut donner des coffrets qui coûtent un peu cher, mais avec des produits de meilleure qualité. Est-ce qu'on parle des coffrets uniquement d'édition limitée, etc. Ou est-ce qu'on parle aussi des coffrets un peu starter pack qu'on peut trouver notamment à Noël? Non, les coffrets qui ont un supplément à l'intérieur. C'est ton supplément en fait qui est visé. Le supplément est considéré comme un produit en plus, un goodies. Et donc la seule chose qui peut faire que tu puisses garder ton supplément à 5, avec une TVA de 5, c'est que ton produit à l'intérieur ne coûte pas plus cher que le prix de fabrication du livre. D'accord. Okay. Donc, une fois que tu as ton prix de fabrication du livre, tu dois soit faire en sorte que ton goodies ne dépasse pas le prix de fabrication du livre, auquel cas, tu n'as pas forcément un goodies formidable, ou alors tu fais des cartes postales, de la papeterie le plus classique et le plus simple possible, marque-page, etc. Soit tu te dis, comme on est à 20%, on va y aller franco, on va faire une statuette, des stand-up. Après, il y a eu aussi, je pense, de l'abus qui ont créé ça. C'est que tu as eu des coffrets avec 1000 produits à l'intérieur avec une TVA de 5. Donc, ça a dû jouer aussi. Mais après, l'État a besoin d'argent. Donc, forcément, ça fait partie des choses qui permettent, surtout en le faisant de façon rétroactive, permettent d'avoir des sous.
Une dernière question, est-ce que tu aurais quelques titres, quelques exclus à nous annoncer pour 2026 que tu peux révéler, des choses qui sont attendues C'est ou toujours pas difficile parce que c'est la partie, déjà j'en ai fait une avec... C'est vrai, ça, avec que je ne suis pas censé faire. Solo Voilà, Leveling, du coup, tome 20, voilà, édition spéciale. Ouais, le tome 20, c'est parce qu'en fait je montrais celui-ci parce que je Oui. l'ai reçu aujourd'hui, il est pas, au moment où on enregistre ça, il n'est pas encore sorti. D'accord. Voilà, et puis parce qu'il y a un petit livret aussi avec, D'accord. qui est voilà, qu'on voit ici, qui est un mini artbook d'illustration. Tu veux que je te le montre? Oui, Regarde. vas-y. Hop. Un mini livret d'illustration, Voilà. qu'il y aura avec. Voilà, c'est un peu exceptionnel. Quelques-unes, Voilà. vous trouverez, voilà. Ouais, c'est très joli en tout cas. Voilà, exactement. Donc, du coup, ça, c'est puisqu'on reçoit les livres toujours avant la Oui, sortie pour logique, vérifier qu'il n'y ait pas de problème, pas d'erreur. C'est pour ça que le H2, je l'ai reçu aussi. En même temps, assez épais. Voilà. Oui. Et puis, pour les nouveaux livres, le gros bouquin sur lequel je suis en train de travailler, je ne suis pas censé le dire non plus, mais j'y tiens parce que ça a été une longue bataille pour faire ce livre, c'est Innocente. Oui, Le ok. artbook de Innocente qui s'appelle Innocente Bleu, où on est en train de faire un beau artbook qui sera limité forcément, puisque c'est du artbook. Et puis on a creusé un trou dans la couverture pour faire comme une lucarne avec les dessins à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc ça fait partie de ces petits trucs à venir. Bon, bah super. Écoute, merci énormément Pascal pour cette heure et quart passée ensemble. Ben, Déjà, merci de m'avoir... ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu parler d'un peu tous les titres qui font aussi l'identité de Delcourt Tonkam aujourd'hui. qui a 31 ans maintenant, depuis... Parce que c'est... En fait, on compte... on compte pas la création de la boîte d'édition elle-même, je compte en sortie. Et le premier titre qui était sorti, c'était Video Girl, c'était en mai-juin 1994. 94. Donc du coup, c'est pour ça, d'où l'année dernière, les 30 ans. Et je crois qu'il me semble, si j'ai pas de bêtises, que c'est les 40 ans de Delcourt prochainement. Oui, c'est ça. À partir de janvier, on va fêter les 40 ans de Delcourt. Donc il y aura dans la sélection un joli vagabond qui sera présent dans les représentations. Super. Merci beaucoup Pascal. Merci à toi.